On se retrouve pour parler d'un sujet qui vous intéresse tous. On parle toujours des travaux, mais là on va parler de se faire arnaquer. On a tous peur et c'est vrai qu'on le disait, c'est un peu comme quand on va faire réparer sa voiture, on se demande à quelle sauce on va se faire manger. Pour les travaux c'est pareil, on n'a pas forcément envie de le faire, on le fait parce qu'on doit le faire. Donc ma question c'est comment ne pas se faire arnaquer quand on fait des travaux ou comment éviter de le faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment ne pas tendre vers ça. D'accord, alors c'est une très bonne question. C'est un sujet qui est complexe parce qu'en fait, il n'y a pas un profil d'arnaqueur. Bon, il y a les artisans, il y a le basique, celui qui va prendre l'argent qui va partir. Ok, bon, lui, c'est un escroc. Ensuite, on peut avoir le bon artisan, mais qui va être dépassé par l'ensemble des chantiers qu'il a à réaliser et du coup, qui va négliger un ou deux chantiers sur trois ou quatre ou cinq. Dans ce cas précis, on n'est pas sur quelqu'un, ça je l'ai déjà entendu, qui travaille mal, mais on est sur quelqu'un qui accumule du retard et qui ne délivre pas. C'est pas tout à fait exactement, c'est pas tout à fait la même chose. Et on peut aussi tomber sur un autre type d'artisan, ça va être ou d'entreprise, ça va être l'entreprise qui a déjà fait un ou deux bons chantiers, qui a un vaste réseau de sous-traitants et qui va confier un mauvais chantier à un mauvais sous-traitant alors que l'ancien chantier s'était bien réalisé. C'est vrai. Donc voilà, il y a plusieurs types de scénarios possibles. Alors, pour moi, la première chose à faire, même si vous n'êtes pas sachant, c'est d'être capable de demander à votre artisan exactement ce que vous voulez réaliser. Je reçois par exemple beaucoup d'emails qui me disent « Ok, je veux raser complètement cet appart et faire 3 chambres et 2 salles de bain. » Essayez d'avoir réfléchi en amont le projet et d'être capable de suivre toutes les étapes en fait, du projet. Qui va créer les cloisons, combien de cloisons vont être créées, en quels matériaux vont être faites les cloisons. Le schéma électrique, combien de prises je veux, où est-ce qu'elles sont posées. Pareil pour la salle de bain, ok, est-ce que je mets du carrelage partout ou je mets du carrelage qu'en partie, ça c'est important parce que des fois on peut avoir un petit litige, je pensais que toute la salle de bain allait être carrelée, non, il n'y a que la partie bac à douche qui va être carrelée, donc c'est un maîtriser. Vrai coût. En plus là quand même on parle de coûts importants, sur du carrelage on est sur du prix au mètre carré, c'est ça. On est sur du 25 € du mètre carré, c'est un peu classique aussi. C'est exactement ça. Carreler la totalité d'une salle de bain, alors c'est clair que c'est très pratique en termes d'entretien. Onéreux, Bien que le jour où vous avez envie de tout refaire, il va quand même falloir le faire sauter le carrelage. Et si vous faites uniquement le bac à douche, donc le fond de la douche, et que le reste on le peint souvent en blanc, et bien là on n'est pas sur les mêmes coûts. Mais ça peut faire quand même une grosse différence et on peut avoir une sacrée surprise. C'est exactement ça. Si vous avez des sols à refaire et que des sols sont déjà posés, est-ce que votre artisan va les déposer ou va pas les déposer? Vous réfléchissez-y et essayez avant le début du chantier d'avoir ce genre de discussion avec l'artisan. Et vous allez sentir tout de suite s'il maîtrise ce qu'il fait, il comprend votre projet, ça c'est important parce que parfois il peut y avoir un désalignement sur ce que va comprendre l'artisan et la demande du client. Essayez également, ça c'est important, d'avoir un autre son de cloche. Ça veut dire renseignez-vous un petit peu sur internet ou à travers des amis qui ont déjà réalisé des travaux. Et demandez-leur, ok, tu as réalisé tel travaux, tu as acheté tel appartement, tu as fait ça, dans quel ordre est-ce que les tâches ont été réalisées? Et ça va vous permettre, vous, d'arriver avec un petit bagage et d'être capable, même si vous ne maîtrisez pas la manière dont on fait les travaux, d'avoir suffisamment de recul pour vous rendre compte que les tâches sont effectuées correctement et que vous vous faites pas balader. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis par rapport au carrelage. Si une entreprise donc, pose uniquement le carrelage, c'est quand même pas excessivement cher. Là aussi, elle décaisse tout. C'est plus cher. Attention aussi, pensez, c'est bête, mais aux portes. Si elles posent au-dessus le carrelage, souvent les portes ne passent plus. Donc, si vous avez une porte en bois, on peut couper le bas et ça va. Si vous avez une porte type PVC, c'est quand même un peu plus compliqué. Ou une porte type porte blindée. Là, c'est la catastrophe. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs sur un chantier où on avait prévu de poser au-dessus. Et à la fin, eux, ils m'ont fait une proposition et je leur ai dit, mais on a un problème, la porte, c'est une porte blindée.
Ça veut dire que je me suis retrouvée en réalité avec un espèce de sas en carrelage, puisque on pouvait le coller partout au-dessus de l'ancien carrelage, sauf dans la partie sas d'entrée Exactement. où il fallait creuser et décaisser, parce que sinon la porte il fallait la changer, et là pour le coup ça me coûtait le même prix que de faire tout décaisser d'un coup. Donc, Exactement, c'est tout à fait ça. faut y penser. C'est Voilà. vrai, pensez bien pour ne pas se faire arnaquer, et c'est vraiment un des premiers points, la faisabilité du projet. C'est ça. Est-ce que c'est faisable? Alors oui, vous allez nous dire, c'est pas mon job et c'est pour ça que je fais appel à vous. Mais à Tout à quel fait. coût? À quel coût? Voilà. Est-ce que vous avez envie de faire une salle de bain avec 2 vasques ou avec une seule vasque? Est-ce qu'on fait full carrelage? Est-ce qu'on fait full parquet? Est-ce qu'on fait du stratifié? Est-ce que vous voulez une cuisine classique avec une kitchenette lambda, que je ne recommande pas d'ailleurs au passage? Ou est-ce qu'on va sur une cuisine qui fait tout le pan de mur? C'est ça. C'est quand même des coûts qui sont assez Et au niveau de impactants la cuisine, dans quelle gamme est-ce qu'on se situe aussi. également? Ouais. On en parlera plus tard, mais voilà, il y a des. On sait qu'on a de l'entrée de gamme, du haut de gamme, du haut de Ouais. gamme, et voilà où est-ce qu'on se situe aussi en termes de cuisine, Mhm. en termes de durabilité. Donc voilà, essayer de maîtriser le projet en amont, de l'avoir vraiment réfléchi et pas donner toutes les clés à l'artisan en disant voilà, je veux ça, fais-moi ça. Ouais. Essayer d'être impliqué un minimum. Donc déjà, ça C'est ça. c'est dans la partie avant-projet. Oui. Voilà, avant, voilà, Déléguer d'essayer c'est d'avoir. bien, mais Voilà, comprendre ce qui va être fait, c'est important exactement. pour. En gros, on ne laisse pas les clés de la baraque en disant allez, chut, va-les, salut. C'est exactement ça. Si on passe via une société de clés en main, à la limite, on le fait pour ça. Là, si vous faites les travaux par vous-même et que juste vous allez déléguer cette partie de conception de travaux, il faut quand même comprendre ce qui va être fait. Anecdote par exemple, une fois ce qui m'est arrivé, donc on fait le chantier, on fait la peinture et la cliente arrive après qu'on ait réalisé les peintures et elle me dit vous avez fait la peinture, ah j'aime pas du tout le rendu. Je lui dis oui madame, mais on a peint sur la toile comme c'était prévu, uniquement peinture, pas d'enduit. Ok. Elle me dit ah non, je m'attendais à ce que ce soit lisse, est-ce que vous pouvez refaire 1 ou 2 couches de peinture? Donc j'explique non madame, en fait on aura beau peindre sur de la toile, Oui. donc la toile elle est tressée, vous aurez toujours le même relief. Mhm. Elle supportait pas le relief de la toile. Ouais, Je c'est lui ai vrai dit que c'est pas ce qui avait été c'est prévu. pas le plus esthétique. Exactement. C'est un terme d'ailleurs, comment ça s'appelle? La toile, Oui. la toile intissée ou la toile. Il y a un autre terme, mais oui, je On vois. va trouver Mais le c'est terme. très, moi je l'utilise, c'est pour les murs qui sont pas terribles. Exactement, c'est Euh, vite qui s'effrite, c'est trop, ça. Et exactement. si on a un peu de la terre Cher. battue, ce genre de choses-là, Exactement. pouf, on met, ça vient consolider, ça fait un peu un effet, C'est très costaud. un effet plâtre, C'est pouf, comme ça dessus. Mais c'est vrai que le mur ne sera jamais ultra lisse. Il faut l'avoir en tête. Quel que soit mais- le nombre de couches de peinture. Je C'est tiens à ça. le répéter, c'est l'enduit en fait qui va rendre le mur lisse. Ouais. Sauf que la dame pensait, et c'est là où j'ai eu une responsabilité, j'ai pas assez expliqué. Mhm. J'aurais dû expliquer que l'enduit en fait change pas l'aspect du mur. C'est Ouais. quelque chose qu'on nous demande souvent. Ça, c'est 2 fois sur 3. On va nous dire c'est juste un rafraîchissement pour la peinture, alors que Oui. le mur a beaucoup de défauts et qu'il faut l'enduire. Sauf qu'enduire, ça double le coût globalement Puis ça prend du d'enduit de temps d'enduire. peindre. Et ça fait de la Rendez-vous poussière. compte aussi, c'est que C'est ça. moi j'en fais aussi de l'enduit. C'est Ça ça. prend du temps. Vous êtes là avec votre petite spatule, votre pot d'enduit, et hop, un défaut, et hop, un défaut. Et après, il faut passer la main, il faut voir où il y a des creux, où il y a des bosses. S'il y a une Exactement. bosse, il va falloir poncer, et après un peu d'enduit. Ah, et puis, alors si vous êtes perfectionniste, c'est encore pire. Le terme, je l'ai retrouvé, c'est la fibre. La fibre, ouais, Voilà, c'est ça, tout à c'est ça. fait. C'est la fibre, on le met vraiment quand vous avez des murs qui sont moches. Fibre de verre. On pose de la fibre et puis au moins c'est pratique et en fait ça se peint. Et je dirais qu'en termes d'usage, ça Ah, bah, s'entretient plutôt Ah, très mais bien. C'est parfait. Il faut juste justement. faire attention à une chose, c'est qu'elle soit bien posée parce que les raccords de fibre ça peut être aussi très moche. Exactement. C'est un peu comme du papier Tout à peint. fait ça. Si vous mettez un bout de papier peint là qui est déchiré, du coup vous remettez un bout comme ça de côté, c'est pas ultra esthétique. Voilà, c'est ça. Mais ok. Donc voilà pour l'astuce. Donc et bien comprendre ce qui est écrit dans le devis, Mhm. c'est primordial pour éviter les frictions pendant le chantier et justement que la situation dérape avec l'artisan. Oui. Et pouvoir trouver des solutions rapidement. Ok. Donc voilà D'accord. pour ce genre de choses. Donc là on est sur donc comment ne pas se faire arnaquer. Premièrement, comprendre son chantier. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire et avoir une vision. Vous savez, on peut le parler dans le côté business, mais c'est aussi dans le côté projet, hein, parce que c'est un réel projet de vie. Donc, quelle est la vision de cet investissement? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelle est la cible? Quel est le but? Et quels vont être les matériaux utilisés? Exactement. Ensuite, pendant le projet, pour moi, il y a 2 types de clients. Il y a les clients qui vont être très très loin. Par exemple, sur un des projets où j'ai travaillé, le client habitait au Sénégal, donc on Ok. lui envoyait des photos et des vidéos. Et c'est en Oui. revenant du Sénégal qu'il a pu constater voilà, s'il était content du chantier ou pas. Ou alors, il y a des clients qui vont habiter loin, mais qui pourront se permettre de venir tous les 15 jours ou toutes les Ouais. 3 semaines. Essayez de rester impliqué au maximum dans le projet,
Demandez des photos à minima une fois par semaine. Ce n'est pas grand-chose. Demandez également le suivi des étapes du projet et restez concerné. Voilà, parce qu'on a parfois des clients qui donnent les clés, qui ne sont pas concernés et il va se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne vont pas se rendre compte que le projet prend du retard. Et puis quand ils vont se réveiller, l'artisan, il n'aura pas été là tous les jours ou ça aura été compliqué. Donc gardez un contact constant avec votre artisan et suivez votre chantier, même de loin. Essayez d'avoir une certaine rigueur par rapport à ça. Parce que, comme je dis souvent, les artisans, c'est comme les enfants. Parfois, si tu n'es pas derrière eux, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça va vite. Voilà. Et c'est vrai que je vous invite vraiment. Moi, j'y allais. Alors au début, effectivement, toutes les 3 semaines. Et quand on voit que ça commence à déraper, j'y allais toutes les semaines. Toutes les semaines pour redresser. Et j'ai eu une anecdote où moi aussi, j'ai eu des problèmes sur un chantier. Et en fait, sur cette personne-là, il avait, je sais plus, je crois 8 chantiers en même temps. Mais il prenait l'argent du premier chantier pour l'utiliser pour le deuxième. Vous savez, il déshabillait Paul pour habiller Jacques. Je crois c'est exactement ça. C'est ça l'expression. C'est tout à fait Et ça. du coup, c'était vraiment un gros problème. Bon, il est parti en liquidation judiciaire et on sait pourquoi. Et en l'occurrence, il y avait un chantier avec une dame que j'ai rencontrée et qui était vraiment en pleurs. C'était vraiment triste. Elle n'allait pas sur place. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un excès de confiance. Elle s'est dit c'est génial, elle avait vu d'autres chantiers de sa part et en l'occurrence c'est aussi pour ça que moi j'avais sélectionné, c'est qu'à l'époque c'était très clean. Ce qui s'est passé c'est qu'à force de prendre du retard et à prendre de l'argent sur les chantiers, il a commencé à payer les artisans qui travaillaient pour lui à 120 jours. Dites-vous bien, 120 jours quand même, on est sur 4 mois. Si on vous versez votre salaire 4 mois après, vous vous barrez. Et c'est pareil. Donc il a fait appel à des intérimaires qui sont partis et ça devenait compliqué puisque les intérimaires malheureusement on a également de tout, des bons et des mauvais. C'est ça. Et donc là ça a été vraiment la descente aux enfers. Et cette dame là donc qui avait son excès de confiance et qui n'a pas vu ce petit plongeon, par contre elle recevait toujours les factures. Donc ça veut dire que puisqu'il fallait finir les autres chantiers, eh bien elle recevait les factures. Donc qui n'allait pas alimenter son chantier, mais alimenter les autres chantiers. Donc elle s'est retrouvée à avoir payé, je sais plus, il me semble, on est entre 90 et 95 000 euros donc de travaux. Et quand elle est arrivée, eh bien, il n'y avait rien de fait. Le démontage venait d'être fini, donc il n'y avait rien. La maison, elle était comme telle. C'était une catastrophe et j'ai eu les photos. Et honnêtement, j'étais désolée pour elle. Et c'est dur parce qu'on voit la détresse d'une personne en face qui s'est fait arnaquer avec une société qui a déposé le bilan, où on se dit est-ce que l'assurance va prendre le relais, et en l'occurrence on sait que par totalisé, je ne sais même pas ce qu'elle va pouvoir récupérer quelque chose, ou si même elle a les frais pour pouvoir engager une procédure pour récupérer de l'argent. Donc voilà, faites attention à ce genre de choses. Allez sur place, demandez des photos. Moi, pareil, j'investis aussi à distance. Oui. Et quand j'ai des chantiers, ils m'envoient des photos toutes les semaines. Et si là, par exemple, avec mon équipe technique, je refais, le mois dernier, j'ai refait une cuisine complète. J'ai rien fait, je n'ai pas été sur place. Je recevais les photos avant, en plein chantier, et après chantier. Et ça s'est très bien passé. Je sais que le locataire, il est content parce que j'ai eu un son de cloche en même temps. Et voilà, demandez des photos. On est quand même 2023. On peut avoir du contenu, on peut avoir des photos. Alors oui, je sais que parfois ils sont archaïques et qu'ils ont leur vieux téléphone de chantier. Et ça, ok, ils ne vous mentent pas forcément parce qu'ils en ont beaucoup. Maintenant, la plupart du temps, ils communiquent quand même avec leurs clients. Et pour moi, c'est aussi le sérieux, c'est de pouvoir rassurer les gens. On est quand même dans un besoin de communication. Voilà. Également, un élément qui est important, c'est ça arrive que pendant le chantier, les choses bougent, qu'on change d'avis, etc. Donc par rapport à ça, c'est aussi être réaliste et s'asseoir avec l'artisan, être capable de pas demander le changement comme ça dans le vent un petit peu, de demander combien ça va coûter, de le faire intégrer au devis pour pas qu'à la fin vous vous retrouviez avec une facture qui a augmenté de 10, 15 ou 20 000 euros. Après tout dépend de la taille du chantier, sur 200 000 euros, voilà, oui, c'est pas énorme. C'est moins impactant, mais de ne pas avoir la surprise et de ne pas vous sentir arnaqué. Donc demandez bien combien ça va coûter, faites-le intégrer au devis tout de suite et comme ça, vous savez de combien augmenter votre devis et combien vous aurez à payer à la fin du chantier. Donc pendant le chantier, voilà, quand ça bouge un petit peu, on s'assoit avec l'artisan, on fait le point financier sur « Ok, je t'ai demandé de remplacer ça, de remplacer ça, de remplacer ça, combien ça va coûter en plus ?» Et puis comme ça, on est au clair par rapport aux finances. C'est important parce que c'est vrai que c'est ce qui crée beaucoup de friction. C'est vrai qu'il faut faire chiffrer. J'ai aussi plein de clients qui me disent « Je lui ai demandé de rajouter ça, il l'a fait mais il m'a facturé super cher. »
Oui, mais en fait, en même temps, tu n'as pas demandé de devis. C'est ça. Donc, même s'il est tenu aussi de fournir un devis et d'avoir un accord, C'est ça. vous savez, il y a. Je crois que c'est au-dessus de 100 euros. Oui, Je crois que c'est dans la loi. Hein. Au-dessus de 100 euros, on est tenu tenu normalement de transmettre. de transmettre. Mais hein. c'est comme partout, il y a la théorie et la pratique. C'est ça. La théorie, c'est oui, c'est censé. La pratique, bah, c'est qu'il va y avoir tension, friction, puisque ils se disent bah oui, mais vous m'avez demandé, moi je suis venu satisfaire votre besoin. Et il l'a fait, et en même temps, ça ne satisfait pas votre portefeuille, quoi. Donc, on récap, là, on va se sentir concerné par le projet et on va se déplacer. On va se déplacer. Après, en fonction de ses contraintes, mais on se déplace pour faire un gros point de chantier avec son Ou au maître moins, d'œuvre. on envoie quelqu'un, mais Exactement. quelqu'un de confiance. Voilà, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment qui soit là pour défendre vos intérêts et qui aille visiter sur place, c'est important. C'est exactement ça. Donc pendant le chantier, si ça bouge, on fait le point, on se déplace, on est impliqué. Si on sent, comme tu l'as dit, un ralentissement par rapport au chantier, au déroulement du chantier et aux étapes qui ont été listées et qui sont censées évoluer, il est urgent tout de suite de faire un point avec l'artisan et de ne pas laisser la situation se dégrader. Donc on stoppe les choses, on fait un point avec lui. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc il faudra à partir de ce moment-là, de manière hebdomadaire, essayer de mettre quelque chose en place pour que à chaque fin de semaine, à partir du moment où vous laissiez par exemple le chantier évoluer pendant 3 semaines en prenant un peu des nouvelles de loin, cette fois-ci il faudra que tous les 3 jours ou tous les 4 jours, vous soyez capable de mesurer l'avancement du chantier. Donc à partir de ce moment-là, on va resserrer les taux un petit peu avec l'artisan et on va lui demander des points tous les 3 jours. Malheureusement, lui, il risque un peu de mal le prendre et de se sentir fliqué, mais c'est aussi le jeu. On laisse de la latitude quand ça va bien et quand ça va pas bien, on est un peu plus derrière les gens. Moi, ce que je faisais, c'est quand j'ai vu, pareil, que ça devenait un peu touchy, et puis après, ça dépend aussi de la personne que vous avez en face. C'est ça. Enfin, si on se parle, moi, je sais que c'est drivé, tout est OK, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez quelqu'un, comme on pouvait le dire dans d'autres vidéos, où on sait que c'est l'entrepreneur qui fait et l'administratif et les mains dans le chantier, etc., et qu'il n'est pas forcément organisé sur tout ça, le lundi matin, dès le début, je faisais réunion de chantier. Comme ça, soit appel, soit visio, peu importe, ou alors j'y allais sur place, même quand je commençais à être un peu tendue. Ça me permettait vraiment de dire, ok, donc cette semaine, on va faire ça. Ok, toi, tu as prévu de faire ça, on est ok, d'accord. Donc ça veut dire que vendredi, je reviens, ça, c'est fait. Exactement. D'accord, et donc je faisais un point le vendredi midi, puisque vendredi 16h sur les chantiers, il n'y a plus personne. Souvent, ils commencent un peu plus tôt, mais vendredi après-midi, c'est un peu plus light. Et le vendredi, on constate. Est-ce que vraiment ça a avancé? Est-ce que ça n'a pas avancé? Si ça n'a pas avancé, pourquoi? Et là, on met en place, je dirais, du process. Et oui, ça peut être du flicage, mais je pense qu'il faut aussi se faire confiance. C'est un peu écouter votre instinct. Quand vous sentez que ça sent pas bon et qu'il y a une cacahuète qui va arriver, écoutez-vous. Parce que je pense qu'on est aussi des êtres un peu sensitifs. Et quand tu vois bien que tout va bien sur un chantier, tu le sais, ok, tu as des photos, tu as des vidéos, tu es content, tu vas montrer à tes collègues, à ta famille, ah, mon chantier il avance, je suis content, je vais bientôt le mettre en loc. Et quand tu vois bien que ça avance pas, tu le sais, et dans ton cœur ça pique, et tu dors moins bien la nuit, et il y a des petits signes comme ça où il faut s'alerter. Il faut pas se dire, c'est pas grave, c'est une façade, dans 3 semaines on est reparti, et oui, il y a eu un souci de famille, ou alors ils vous en sortent plein des excuses. J'ai eu un problème de famille, ma mère a perdu sa voiture, je vais lui prêter la mienne, ma soeur a eu un accident de voiture, moi je sais pas combien j'en ai eu, et dans ces moments-là, le problème c'est que vous creusez votre tombe en même temps, parce que oui, c'est bien on peut être humain, maintenant au-delà d'être humain, il faut être factuel, il faut ne pas se voiler la face, voilà. Donc ça, et alors je dirais que ne pas se faire arnaquer sur le choix de l'entreprise. Toi, tu préconises quoi vraiment pour le choix de la société? Travailler sur les entreprises recommandées. Ok. Donc là, on est recommandé donc, par des proches, je suppose. Des proches. Ok. Par des proches, et alors, si je me dis, là, par exemple, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, s'ils disent, moi, mes proches, ils connaissent personne. Ça, c'est compliqué. Alors, je pense qu'on a toujours quelqu'un qui a fait des travaux. Voilà, et à qui on peut demander. Maintenant, il y a un cas, c'est toi, tu es à Paris, tu investis à Marseille. Et tu n'as pas d'amis à Marseille, tu connais personne, c'est compliqué. Là, il y a les avis Google, il y a la possibilité d'aller voir les chantiers réalisés par l'entreprise. Après, attention, elle peut vous montrer ce qu'elle veut. Les chantiers catastrophes, les mettre de côté et vous montrer les bons chantiers. On peut demander… Alors, c'est vrai quand même, les avis Google… Moi, j'ai remarqué que
Enfin, souvent, il faut gratter un peu pour obtenir des avis, donc il faut quand même y mettre un peu du cœur. Et les gens ne le font pas automatiquement. Donc une entreprise qui a de bons avis, c'est quand même derrière, elle va demander aussi et qu'il y a un échange et que les gens sont contents. C'est ça. C'est clair que si vous voyez 1, 2, 3 avis, moi je sais quand j'avais eu des malfaçons, j'avais regardé, il y avait un avis quoi. L'avis, ça devait être sa grand-mère qui avait mis un avis pour lui faire plaisir et puis peut-être sa tante qui a dit allez c'est toi, je te mets un 5 étoiles. C'est ça. Et regardez vraiment les avis, au-delà de 10 avis, 15 avis, où on va se dire il y a un petit peu de matière, il y a quelque chose à faire avec quoi. Et quelque chose qui est plus puissant que les avis pour moi, si vous avez la possibilité, donc on reprend ton exemple, tu investis à Marseille, tu habites à Paris, c'est d'aller dans un apéro IMO à Marseille. Oui. Et là, d'aller changer sur place. Voilà, d'aller changer sur place et on va vous recommander un entrepreneur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans l'apéro IMO, si l'entrepreneur est là, il ne peut pas se cacher s'il a merdé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Bien sûr. Alors que si ça se passe bien d'une manière globale, il a travaillé pour X, pour Y, pour Z et il est à l'apéro, c'est son business. Il n'y a pas de masque. Là, voilà, il n'y a pas de masque. C'est son business de travailler pour des investisseurs. Il fait toujours en sorte que ça se passe bien. Du coup, il est là, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez trouver votre entrepreneur. Et ça, c'est puissant parce que du coup, c'est le réseau, pas proche, mais le réseau d'investisseurs. Et on va se retrouver avec des gens qui seront aussi là sur place, qui ne peuvent pas se cacher et qui délivrent la promesse. Voilà. Apéro investisseur, ça peut être bien. Si vous ne trouvez pas d'apéro investisseur, vous pouvez demander à l'agence immobilière. Là, c'est 50-50. L'agence immobilière, elle conseille une entreprise. Il y a de tout. Elle peut vous conseiller une super entreprise avec qui elle travaille. Ça dépend de l'agence, en fait. Ça dépend de l'agence. Voilà, si c'est une agence de renommée. Il faut demander aussi. Bon, alors, il y a les mentions et les documents obligatoires. Hein. Moi, c'est vrai que j'en parle dans la formation. Il va falloir, par exemple, regarder sur societia.com un peu la société. Déjà, est-ce qu'elle n'est pas en dépôt de bilan? C'est la base. Classique. Regardez le code APE. Est-ce qu'elle a les assurances pour ce dont pourquoi vous voulez la prendre? Si c'est une entreprise qui est où son code APE c'est couvreur et que vous voulez la prendre pour faire toute la peinture du bien, bon, vous savez que s'il y a une cacahuète, il n'y a pas de couverture. On va avoir un problème. Et inversement, si c'est quelqu'un qui fait la peinture et qui vous fait la toiture, ça peut être encore plus piquant puisqu'on est sur des volumes aussi de prix qui sont plus dérangeants. Au-delà de ça, donc allez regarder sur Internet. Hein, quand les gens ne sont pas contents, souvent ils le mettent aussi. Et demandez un book. Moi, je trouve que ça se fait de plus en plus. C'est des photos de ce que les gens réalisent. N'hésitez pas à reprendre ces photos, à les injecter dans Google Images et à regarder si elles n'ont pas été pompées quelque part. Exactement. C'est tout bête, c'est un truc de fouine ça. Mais ça va vite maintenant. En plus, avec l'IA, maintenant, on peut générer n'importe quelle image et reprendre une photo d'un chantier qu'il a vu sur tel réseau. Bon, si vous contactez l'entreprise ABC et que c'est l'entreprise, je sais pas, du Moulin qui a mis cette photo, vous vous dites bon, c'est bizarre, quoi. Donc allez fouiner, c'est important. Exactement. Et vu qu'on généralement on s'adresse aux investisseurs immobiliers, vous êtes quand même dans un cercle assez restreint. Donc l'entrepreneur que vous allez choisir dans la région, il a forcément travaillé pour d'autres investisseurs. Et donc là, c'est facile de remonter et d'aller voir ces investisseurs-là. Et s'il est content et qu'il est fier il du va chantier, il va donner le numéro de téléphone. Exactement. Vous avez juste à passer un petit coup de tel et puis c'est parti. Exactement. Dites-vous que je pense qu'on est sur une profession aussi comme une autre. Quand les gens sont contents de leur job, ils en parlent sans problème. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de tabou. Quand vous sentez que ça titille et qu'il n'a pas trop envie, et ça, j'ai pas... Qui vous dit oui, vous demandez quand même beaucoup de documents. Bon, là, vous avez le petit warning qui va se mettre aussi devant votre porte. Et après, quitte à vous de prendre le risque ou pas. Et dans la relation aussi, avant chantier, chose qui a son importance, et j'ai bien aimé, tu l'as dit, c'est à quelle fréquence l'artisan répond à vos demandes, comment il répond, de quelle manière il est engagé dans le projet avant que le projet commence. Il y a ceux qui vont être très engagés. Après, ce n'est pas une garantie à 100% parce que tu en as qui sont très engagés et quand tu as signé, tu as versé l'argent, ils répondent plus trop au téléphone, etc. Donc, ce n'est pas une garantie, mais tu l'as dit, c'est au feeling. Il y en a qui vont être engagés, qui vont vous expliquer, qui vont prendre le temps. Quand vous allez demander des documents, les documents vont arriver. Voilà. Si le truc il met 2 semaines à arriver, l'assurance met c'est que vous êtes un chantier de plus et qu'ils s'en foutent royalement. Voilà, exactement. Voilà, tu vois, il y a plein de petites choses, il n'y a pas de solution miracle, mais voilà, c'est un ensemble c'est un faisceau d'éléments, un ensemble d'éléments qu'il faut regarder.
Et je rajouterais pour choisir. deux petits points en plus. C'est que par exemple, si vous êtes, vous, sur un chantier d'immeuble, parce que moi, ça m'est arrivé et c'est comme ça que je me suis D'accord. fait avoir au tout début, un chantier d'immeuble et que vous voulez faire, par exemple, moi, c'était les parties communes et il y avait 3 appartements. Ou 2 appartements peut-être. Deux. Et il y avait, c'était des petits studios, hein, on était sur 38 000 euros, je crois. C'était pas une rénovation forcément intégrale, donc on est sur des tarifs corrects. Et en fait, moi, même si c'était dans mon job avant, ok, donc 38 000 euros, on prend 30% d'acompte qui sert à payer les matériaux, etc., etc. Donc je verse, je crois que j'avais dépensé 8-9 000 euros. Et en fait, ces 8-9 000 euros dans, dans mon devis correspondaient à un des studios, donc le premier par lequel ils ont commencé. Et cette erreur que j'ai faite, c'est que j'ai en réalité versé l'intégralité d'un premier mini chantier dans ce même devis, tu D'accord. vois, qui pour moi était cohérent puisque je versais que 30% de l'intégralité du chantier. Sauf que moi je les avais pas encore testés et je les ai testés sur le premier studio et en l'occurrence j'ai payé la totalité de ce même studio qui s'est révélé être une catastrophe. Je crois que j'avais 70 pages de constat d'huissier à la fin et je me suis dit oui mais en même temps j'ai été bête parce que j'ai versé l'intégralité du devis mais pour ce studio-là. Oui. Donc n'hésitez pas aussi à isoler. Quand on fait confiance à quelqu'un, ça va, il faut trouver la bonne personne. Mais quand vous avez un vrai devis en totalité, n'hésitez pas à isoler aussi les pièces pour dire, ou alors simplement ne pas être OK sur le versement de 30% d'acompte en totalité, quoi. Mais voilà, après moi, c'est vrai que ça m'avait échaudé et je versais 1000 euros par 1000 euros parce que j'étais stressée. Après, ça c'est à double tranchant parce que Mm. si tu verses pas assez, il peut pas faire les courses Mais oui, et, non, et mais c'est ça. avancer. Donc on en revient à la relation. Mais du coup, ça je aurait veux pu pas être parler de confiance. 30%, Ouais. mais de Ce studio-là. studio-là, c'est Voilà. exactement ça. Ça aurait été plus Voilà. pertinent que moi je lui ai fait tapis rouge Ouais. et pour te dire, je m'étais même retrouvée avec un dédale de faux plafond où il avait juste repeint comme ça et il avait posé des briques au-dessus pour que la brique elle soit bien intégrée sur l'armature du faux plafond. Parce que sinon, comme il avait peint comme ça, ça gondolait un peu. Et là, j'ai ouvert et je me suis dit, mais on va tous se prendre des briques sur la tête, c'est une catastrophe. Le sol était pas droit, la porte était pas droite. Je me suis retrouvée avec des WC encastrés. Normalement, vous savez, c'est comme dans les hôtels où c'est dans le mur quand c'est un WC suspendu. Moi, il est suspendu, mais à l'extérieur du mur, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, bon, au moins, vous avez quelques astuces pour éviter de se faire arnaquer. On fait au mieux. Après, il y en a aussi qui sont très bons et qui font ça et qui sont très bien baqués juridiquement parlant. Également, quand vous voulez virer quelqu'un d'un chantier, faites un procès verbal de livraison, poussez-le à dire qu'il l'a bien fini. Là, vous allez lister la totalité du coup des réserves. Il va avoir un certain temps pour lever ces mêmes réserves. Et à la fin, par contre, on va basculer du coup en contentieux puisque ça n'aura pas été fait. Moi, j'ai aussi fait cette erreur-là où j'ai voulu virer. J'ai dit, vous faites vraiment que des conneries. Je les ai Surtout virés du pas. chantier Ouais, avec pas. l'ego, la voix qui va avec et j'étais très énervée. Et en réalité, j'avais pris une avocate pour récupérer, c'était ce même chantier où du coup je me suis fait avoir. Et qui m'a dit, bah oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de procès verbal de livraison, il n'y a rien. J'avais un SMS qui disait le chantier est terminé. Et du coup, ça se défend pas. Donc il faut bien faire un procès verbal de livraison comme quoi, pour eux, c'est terminé. Voilà. C'est ça. Bon, et écoutez, j'espère qu'on vous a donné assez d'astuces et on se retrouve bientôt.